Alors le Shift Project, je ne sais pas si vous connaissez cette association, c'est un groupe d'influence et de réflexion qui éclaire de la décarbonation de l'économie à travers les manifestations sportives et les grands stades. Justine représente le Shift, elle a accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour présenter les conclusions d'une étude que le Shift a réalisée sur la décarbonation des manifestations sportives et des grands stades. Et le lien est évident pour nous. On va faire un grand pas de côté pour essayer de voir dans quelle mesure il était possible d'adopter des méthodes similaires sur le sujet des piscines. On a eu, à travers les différents échanges qu'on vient d'avoir avec Nicolas et tous les autres participants, on était quand même sur la bonne voie. On était sur, à travers la totalité de toutes ces innovations qui ont été présentées, sur une logique quand même de recherche de vertu. Mais le Shift va encore plus loin à travers les études qu'il mène. Donc c'était intéressant pour nous d'avoir l'occasion d'écouter le Shift et notamment Justine nous parler de ses conclusions. Donc je remercie vivement Justine Biraud d'avoir accepté de nous rejoindre et j'espère que ce qu'elle va vous dire va vous inspirer autant qu'elle a inspiré l'équipe. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Merci beaucoup pour cette introduction et aussi pour nous donner l'opportunité de présenter nos travaux. Déjà, ce qui était vraiment intéressant dans la conférence d'avant, c'est qu'en parlant d'innovation, on a beaucoup parlé de performance énergétique, d'empreinte carbone, même avec l'aspect financier. Donc, c'est que c'est vraiment, pour vous, je pense, les professionnels de ce secteur-là, un enjeu prioritaire, car c'est un enjeu financier avant tout, de pouvoir être moins dépendant des énergies fossiles et donc de pouvoir réduire son coût, réduire l'activité économique. Donc nous, le Shift Project, qu'est-ce que c'est? On est un think tank, donc c'est une association d'intérêt général qui est là pour éclairer le débat public, influencer. Donc globalement, on fait de la recherche et du bilan carbone de plein de secteurs d'activité. On a travaillé sur différents secteurs comme l'industrie, l'énergie, l'agriculture, et on s'est intéressé au sport là récemment en publiant un rapport sur la décarbonation du foot et du rugby. Donc c'est l'association qui est présidée par Jean-Marc Jancovici. J'ai entendu qu'il était cité tout à l'heure en disant « je suis Janco-compatible ». Donc voilà, ça va dans le sens des travaux qui ont déjà été présentés et menés tout à l'heure. Donc nous, comment on réfléchit, comment on mène nos travaux? C'est sous l'œil d'une double contrainte qu'on appelle la contrainte énergie-climat. Qu'est-ce que ça veut dire, la contrainte énergie-climat? D'une part, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est les accords de Paris qui nous l'imposent. C'est 5% par an, tous les ans, jusqu'en 2050. 5% de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle du pays. C'est ce qu'on a fait en 2020 pour le Covid, quand il y avait un confinement, un confinement intégral. Là, on a réduit de 5% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'il faut faire tous les ans jusqu'en 2050. Donc ça voudrait dire un Covid supplémentaire par an jusqu'en 2050. Alors ça peut faire peur, cette statistique. C'est pas du tout l'objectif parce que vous allez voir, on a plein de leviers pour y arriver. Mais c'est surtout pour montrer que la tâche, elle va être importante, qu'il faut se mettre en action très rapidement. Et la contrainte énergie, vous, que ce soit collectivité ou professionnels de la piscine, je pense que vous l'avez expérimenté récemment avec notamment le conflit en Ukraine et la montée des prix de l'énergie importante. Il a été question parfois de fermer les piscines parce que ça coûtait trop cher de pouvoir chauffer l'air, chauffer le bassin. Donc voilà, et ça c'est une contrainte qui va arriver de plus en plus fortement parce que nos ressources pétrole notamment sont en décroissance. On a atteint notre pic de pétrole en 2008 et aujourd'hui on ne fait que puiser sur des ressources qui sont en décroissance. Donc si la cure d'amaigrissement elle n'est pas volontaire, elle sera à un moment subie. Donc c'est pour ça qu'au Shift Project on s'intéresse à notre résilience face à ces crises. Donc sur le projet sport, on a été un petit groupe de travail à piloter ce projet-là, avec Alan en copilotage. Et moi, j'ai travaillé au Shift Project, mais je suis aussi directrice d'une association qui s'appelle l'Institut du sport durable, pour décarboner la pratique sportive en général et outiller les clubs sportifs. Donc on a été un grand nombre d'expertes et d'experts à travailler sur le sujet. On a interrogé, c'est juste après, on a mené entre 100 et 150 entretiens avec des professionnels du secteur pour mener notre étude. Alors le sport, on dit que c'est triplement vulnérable. Les prix de l'énergie, avec les piscines, on en a parlé. Donc là, ça montre notre dépendance aux énergies fossiles. Mais aussi, les impacts du dérèglement climatique sur la pratique sportive ont un effet immédiat. C'est un rapport du WWF qui dit que dans un monde à plus 4 degrés, on perdrait jusqu'à 2 mois de pratique sportive extérieure.
Voilà, donc ça c'est sur la chaleur, mais les conditions climatiques extrêmes, il y a plein d'événements extérieurs qui vont pouvoir impacter la pratique sportive. Donc c'est parce que cette pratique est à risque que nous avons publié un rapport qui s'appelle « Décarbonons le sport » et on a commencé par s'intéresser au foot et au rugby. Alors on était parti du prisme infrastructure, comme avec les piscines, on était parti du prisme stade, et ensuite on l'a élargi à la pratique. Donc c'est comme si on avait commencé par les piscines et qu'ensuite on avait fait le water polo, la natation synchronisée et les disciplines qu'on peut pratiquer dans cette enceinte. Donc tout est accessible en ligne, même nos fichiers Excel avec les calculs, si ça vous intéresse d'avoir nos hypothèses, et si vous voulez vous approprier le rapport. Il fait 180 pages, mais il y a aussi des synthèses. Donc ça, c'est plus digeste. Donc le foot et le rugby en France, on s'est intéressé autant au football professionnel et rugby professionnel que amateur. Donc ça veut dire Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, mais aussi les 2,5 millions de licenciés de foot et de rugby qui pratiquent 2 fois par semaine leur activité et qui vont faire un match le week-end. Donc ça a été le périmètre global de l'étude. Ne sont pas intégrés dedans, par exemple, les Coupes du Monde. Coupe du Monde de foot, Coupe du Monde de rugby, ça n'a pas été intégré. Donc on a travaillé avec beaucoup de monde. Toutes les 2 fédérations ont été partenaires du rapport pour nous donner de la donnée physique. Alors comment on calcule un bilan carbone? Donc c'est du flux physique, c'est des kilomètres parcourus, des burgers vendus, des nombres de spectateurs qui ont regardé un match à la télévision. On s'appuie que sur des données physiques pour ensuite, avec un facteur carbone, qui est un facteur donné par l'ADEME, on multiplie ces flux physiques et ça nous donne une empreinte carbone. Alors les résultats, quelle est l'empreinte carbone du foot et du rugby en France? Pourquoi ça peut être intéressant aussi pour vous, vos activités qui sont liées à la piscine? C'est qu'on n'a pas fait l'étude, mais les ordres de grandeur doivent être très proches. Alors le premier enseignement, c'est que c'est 2,2 millions de tonnes de CO2 par an, les 2 activités, donc ça fait l'équivalent d'une ville comme Rennes environ. Deuxième point important, c'est que la moitié de ces émissions, elle provient des transports. Donc c'est le transport d'une part des spectateurs pour se rendre au match tous les week-ends, et de l'autre des pratiquantes et des pratiquants sportifs qui vont en voiture amener leurs enfants toutes les semaines et les emmener au match le week-end. Et enfin, ça a été plutôt une surprise aussi, mais c'est que 80% de l'empreinte carbone de ces activités vient de la pratique amateur. Donc c'est le nombre de pratiquants, le nombre de licenciés qui fait la masse de l'empreinte. Donc, si on prend à l'échelle individuelle, évidemment qu'un joueur de foot professionnel qui se déplace énormément, souvent en avion, qui fait beaucoup de déplacements et qui a un rythme de vie, un modèle de vie qui va être particulièrement émetteur, à l'échelle individuelle, c'est quasiment 30 fois supérieur à l'échelle d'un sportif amateur qui a 0,7 tonnes de CO2 par an. Tout à l'heure, je crois que le chiffre montré, c'était 0... Non, c'était une... Je ne sais plus combien c'était par baigneur. 10, c'est ça? Donc là, on est à 0,7 tonnes de CO2 par sportif par an. Alors, comment se répartissent les émissions de gaz à effet de serre? Là, c'est vraiment foot et rugby pro et amateurs réunis. Donc plus de 50%, ça vient des déplacements. Et surprise, pour nous, les articles de sport viennent en 2e position. Donc là, on a eu beaucoup de données, notamment de Decathlon, sur le nombre de t-shirts, de protège tibia, de chaussures qui sont achetés chaque année. Comme c'est des articles qui sont souvent produits loin, avec des usines qui sont régulièrement alimentées au charbon, ça veut dire qu'il y a une empreinte carbone individuelle du produit qui est importante. La partie construction, donc bâtiment, arrive en 2e position à 16%. Et la partie consommation d'énergie des infrastructures, c'est 5% du bilan carbone. La partie construction, c'est essentiellement des terrains, des clubhouses, des vestiaires, le fait qu'on ait coulé du béton et construit des infrastructures sportives. Ça, on l'amortit ensuite et ça arrive en 3e position du bilan carbone. Alors pour la partie professionnelle, c'est un petit peu différent parce que le transport, c'est même près de 80% de l'empreinte carbone. Là, c'est le nombre de spectateurs qui se déplacent tous les week-ends pour aller voir des matchs dans des stades qui fait évidemment vraiment croître cette part du transport dans le bilan carbone. Et on le voit que, par exemple, si on fait un focus sur les déplacements, que selon le type de match, l'empreinte carbone va être beaucoup plus élevée si c'est un match international ou national.
Si c'est un Lorient-Brest, on peut se dire que les gens vont se déplacer plutôt en voiture, que ce soit les spectateurs locaux ou les visiteurs, alors que si c'est un France-Nouvelle-Zélande, la part des spectateurs qui vont venir en avion va avoir une part importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut le voir aussi sur ce schéma, la répartition des émissions de gaz à effet de serre lors d'un match international extra-européen. Donc encore une fois, ce France-Nouvelle-Zélande ou France-Argentine en foot, c'est les 2% de spectateurs extérieurs, donc les spectateurs d'Argentine ou de Nouvelle-Zélande, qui font 93% de l'empreinte carbone de la partie déplacement. C'est parce que c'est évidemment les transports en avion qui sont majoritairement qui sont très carbonés et qu'on ne sait pas décarboner aujourd'hui, qui vont peser lourd. Pour aussi illustrer ce résultat, on voit que dans le nombre de matchs, ce sont 6% des matchs européens et extra-européens qui font près de 60% de l'empreinte carbone sur la partie professionnelle. Donc les 94% des matchs qui se jouent en foot et en rugby professionnel font 40% de l'empreinte carbone, mais essentiellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de déplacements en avion sur des matchs nationaux. Alors, quelle différence entre le foot et le rugby ? Le foot a une empreinte carbone au global plus élevée que le rugby, mais pourquoi ? Parce qu'il y a plus de matchs de foot que de rugby. On peut jouer au foot 2 fois par semaine en professionnel, alors qu'au rugby, on peut jouer qu'une seule fois par semaine. Mais un match de rugby est plus émetteur qu'un match de foot parce qu'il y a plus d'équipes d'Amérique de l'hémisphère sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Il faut une tournée d'automne, une tournée d'été. Donc ça fait une moyenne par match qui est un peu plus importante. Et alors sur le volet amateur, qui est peut-être là où ça vous parlera le plus, parce qu'il va y avoir des problématiques très liées, le volet déplacement, c'est 42% de l'empreinte carbone, donc un peu moins que sur la partie professionnelle. Les articles de sport arrivent en 2e position à hauteur de 22%, 18% sur les bâtiments, 11% sur l'alimentation et 6% sur les consommations d'énergie. Donc c'est essentiellement un problème lié à la voiture sur la partie transport. Donc c'est 75% des kilomètres parcourus qui sont faits encore en voiture, que ce soit pour les entraînements, donc pour se rendre sur son lieu de pratique, ou pour aller faire des matchs le week-end. On a pris différents niveaux, que ce soit un niveau départemental ou national. Donc c'est si on va faire des matchs soit à l'autre bout du département, à l'autre bout du pays, c'est le nombre de kilomètres parcourus qui va peser particulièrement dans le bilan carbone. Donc c'est 75% qui sont parcourus en voiture, c'est 95% de l'empreinte carbone sur le volet transport de la pratique amateur. Sur la partie textile, on en parlait rapidement tout à l'heure, donc c'est essentiellement les maillots, pas les maillots de bain, mais en tout cas le textile, parce que c'est encore une fois le nombre de pratiquants, le nombre de gens qui achètent des nouveaux maillots qui fait la masse de l'empreinte. Et comme c'est majoritairement produit en Asie, avec des modes de production très émetteurs, ça monte très vite. 2,2 millions de t-shirts produits chaque année pour pratiquer du foot ou du rugby, ça fait monter l'empreinte carbone très vite. Donc là, c'était sur l'empreinte carbone. Après, on va étudier les leviers. Comment on fait pour décarboner ça ? On a 25 ans pour s'organiser, pour être plus résilient et pour pouvoir activer ces leviers et planifier notre décarbonation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce que ça permet de montrer, ce bilan carbone, c'est qu'on est très dépendant des énergies fossiles. Et donc, si le sport aujourd'hui ne s'adapte pas, si on n'adapte pas nos infrastructures sportives à des mobilités actives, si on ne les relie pas à des transports en commun, si on n'arrive pas à être moins dépendant des énergies fossiles, on sera très vulnérable. Et donc, la condition de la croissance de la pratique sportive, c'est la décarbonation. C'est que si on n'arrive pas à décarboner nos pratiques sportives, ce sera plus difficile d'en faire au quotidien. Donc, on a fait ce constat. On va vous présenter des leviers qui nous permettent, ces leviers, plusieurs choses, c'est dont on parlait, à la fois de respecter les accords de Paris, mais surtout d'être plus résilient, de préserver notre activité et de pouvoir la développer. C'est vraiment parce qu'on est tous amoureuses et amoureux du sport qu'on a fait ce rapport. C'est pas pour dire qu'il faut faire moins d'activités sportives. Au contraire, c'est parce qu'on veut plus d'activités sportives et que dans un monde qui va être sous tension et déréglé, si on veut pouvoir continuer à pratiquer, il faut s'adapter dès aujourd'hui et commencer activement à réfléchir à nos modes de pratique.
Alors pour le milieu professionnel, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre ces moins 88% de réduction ? Alors sur la partie construction, et je pense que c'est des leviers qui sont vraiment similaires à ceux de la piscine, c'est d'abord privilégier la rénovation à la construction. Dans les gymnases, en tout cas, il y a encore beaucoup de gymnases qui ne sont pas isolés, qui datent des années 70 et qui méritent un rafraîchissement. En tout cas, c'est la piste à privilégier plutôt que de détruire et reconstruire. En sélectionnant des matériaux bas carbone, en isolant les bâtiments, mais aussi en accélérant la fin des chaudières à gaz. J'entendais tout à l'heure chauffage en biomasse d'une piscine, donc on a les mêmes problématiques sur les stades, notamment les grands stades professionnels où il faut passer des chaudières à gaz, des chaudières à fioul, aux chaudières soit aux pompes à chaleur, aux réseaux électriques, il y a plein de solutions. Sur la partie alimentation, alors que ce soit dans la partie professionnelle ou amateur d'ailleurs, tous les sandwichs qui sont vendus à la mi-temps, les hot dogs, eh bien, voilà que ça peut paraître bizarre et on a vraiment rencontré beaucoup de scepticisme sur ce levier-là, mais il va falloir proposer une alternative végétarienne. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra végétarien du jour au lendemain, mais en tout cas, il va falloir progressivement proposer une alternative végétarienne, de réduire la part de consommation animale dans les produits qui sont vendus, parce que plus l'alimentation est carnée, plus il y a une empreinte carbone importante. Donc ça fait partie des leviers. La partie déchets, retransmission. La partie déchets est intéressante parce que souvent dans le sport, les clubs, c'est un levier qu'ils activent très régulièrement en se disant on va mettre en place de la collecte, des poubelles de tri, parce que c'est visible, parce qu'on a l'impression de s'engager. Et c'est bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas forcément là qu'il va y avoir le plus de réduction de gaz à effet de serre. On l'a vu sur la partie bilan carbone, les déchets, c'est 1% du bilan carbone du foot ou du rugby. Et donc le plus gros levier, là on est sur le volet des transports pour la partie professionnelle. Donc c'est évidemment de mieux connecter les infrastructures sportives aux transports en commun, que ce soit les bus, les vélos, que c'est mettre en place aussi des bornes électriques. Parce que dans nos plans au Shift Project, on estime qu'il va falloir basculer une partie de la flotte des véhicules vers des petits véhicules électriques légers, donc pas des gros tanks électriques, mais vraiment des petits véhicules électriques légers qui permettront d'accélérer cette transition dans le domaine du transport. Donc il y a déjà plein de clubs et de fédérations qui s'engagent, qui essaient de faire des choses. Nous, ce qu'on veut faire, c'est valoriser, montrer qu'il y a plein de gens qui font des choses et que c'est possible. Faciliter le covoiturage, bon, ça c'est des leviers qu'on connaît. Pareil pour les équipes sportives. Si on prend le TGV plutôt qu'un jet privé, évidemment que ça va réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre du déplacement des équipes. C'est pas si facile, il suffit pas de dire il faut que tout le monde prenne le train, qu'on mette tout le PSG dans le train. C'est pas si simple, il y a des enjeux de sécurité, on a beaucoup discuté avec la SNCF aussi, ça demanderait des nouveaux créneaux de train. Il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est pas impossible. Il suffit de s'organiser. Et enfin, une fois qu'on a activé tous ces leviers-là, on arrive à moins 68% de réduction, et ça c'est dans le cas où il n'y a pas plus de matchs. On voit que là maintenant, il y a des projets de Coupe du Monde des clubs ou de nouveaux championnats. Nous, on a fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas de nouveaux championnats. Et donc, si on arrive à activer tous ces leviers-là, qu'il n'y a pas d'augmentation de matchs, il nous reste quand même un petit carré à aller chercher pour atteindre les moins 83% de réduction. Parce que si on a bien rénové nos bâtiments, qu'on vient en voiture électrique ou en vélo ou en transport en commun en mangeant un burger végétarien, on n'arrivera pas encore aux 83% de réduction. Alors ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, c'est les leviers qu'on a appelés rapprochés et modérés. Donc, c'est plutôt aux organisateurs d'événements, aux fédérations, de s'en saisir. Nous, on n'a pas la réponse, c'est pas nous qui organisons les championnats, mais en tout cas, on a listé un panel de mesures qui pourraient être mises en place, comme faire des poules géographiques, rapprocher le plus possible les matchs, prioriser l'accès des matchs aux spectateurs locaux plutôt qu'aux spectateurs étrangers, mettre des préférences sur les billets. Et sur la partie modération, c'est est-ce qu'il faut limiter le nombre d'équipes dans les championnats ou faire, 2 matchs en moins dans la saison. Nous, on n'a pas la réponse, mais en tout cas, si on veut atteindre ces moins 83% de réduction, il va falloir activer ces leviers-là. Et dans le milieu amateur, alors, donc ça, c'est les 80% de l'empreinte carbone, foot et rugby.
Les leviers sont assez similaires, donc toujours privilégier la rénovation thermique des bâtiments, ne pas en construire des nouveaux, basculer sur la partie énergie sur des modes de chauffage bas carbone, allonger la durée de vie des équipements sportifs. Dans le foot et dans le rugby, on fait acheter des nouveaux maillots tous les ans, on donne des dotations tous les ans. Voilà, dans quelle mesure on ne peut pas essayer d'organiser des collectes, de donner aux plus petits les maillots des plus grands. Voilà, ça fait partie finalement du bon sens, mais qui devrait être remis dans l'organisation du club. L'alimentation, bon, je ne reviens pas, c'est la même chose au Clubhouse. Les déchets, les déplacements, donc faciliter le covoiturage, organiser le report modal et électrifier tant que possible les véhicules. Donc tous ces leviers, vous voyez, entre le milieu professionnel et le milieu amateur, ils se ressemblent. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont quand même assez facilement activables, qu'il y a plein de choses qu'on peut organiser. On a 25 ans pour s'organiser, donc il faut s'y mettre sérieusement, mais si on s'y met aujourd'hui, on y arrivera. Alors, dans les indispensables, il y a l'amélioration de la coordination des acteurs. Donc, merci à Piscine de demain de nous réunir. La planification de la décarbonation, donc faire des feuilles de route sérieuses, et la formation des professionnels du secteur et la sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. Merci infiniment, Justine. S'il y a des questions... S'il y a des questions, vous pouvez en poser une ou deux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent interpeller Justine directement? Vous avez pu vous rendre compte qu'une étude de ce type dépasse largement le cadre de l'équipement lui-même, et c'est bien ça qui était intéressant de vous faire voir aujourd'hui dans la conduite et la lignée de ce qu'a dit Mark Seifert tout à l'heure, président de Vinci, c'est qu'il faut dézoomer pour essayer de s'interroger plus largement à ce que sont nos territoires, comprenant ces équipements sportifs qui ont un impact très fort. C'est la valeur matérielle, immatérielle, mais qui a un impact très très large, et décarboner une piscine, décarboner un équipement sportif, c'est s'intéresser à toutes ces interactions, pas seulement à ce qui se passe en son sein. Et moi, je rêve d'une étude similaire un jour qui pourrait servir à la cause des équipements qui nous réunissent chaque année à la piscine de demain. Merci beaucoup. Merci infiniment. Beaucoup.